C'est l'heure de retrouver un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France en compagnie, comme tous les matins, de Christophe Dard. Et aujourd'hui, avec Christophe, nous allons évoquer un texte historique, un texte daté du 3 octobre 1940. La loi portant sur le statut des Juifs mis en place par le régime de Vichy du maréchal Pétain, sans que l'Allemagne nazie, avec laquelle la France a signé un armistice quelques semaines plus tôt, ne le lui ait demandé. Ce décret-loi, promulgué quelques jours plus tard, le 18 octobre 1940, vise tous les Juifs. Il définit pour la première fois une prétendue race juive et liste les professions interdites aux personnes concernées. Il remet en question la place des Juifs au sein de la société, qui étaient des citoyens français depuis près de 150 ans, et marque le début de la politique de collaboration du régime de Vichy à la Shoah. Avant de revenir en détail donc sur le contenu de cette loi et sur ses conséquences immédiates, nous allons rappeler, Christophe, avec vous, le contexte en France à l'automne 1940, alors que cela fait déjà un an que la Seconde Guerre mondiale a été déclenchée. Et oui, c'est en effet à l'été 1939 que la guerre est déclarée à l'Allemagne. Les Juifs français se mobilisent comme tous leurs compatriotes, et comme en 1914, de nombreux Juifs étrangers s'engagent dans les régiments de volontaires étrangers. On estime alors à 40 000 le nombre de volontaires juifs incorporés. Mais pendant les premiers mois, il ne se passe pas grand-chose. Contrairement au début de la guerre de 1914, marquée par la phase de la guerre dite de mouvement, eh bien cette fois, la grande offensive allemande tant attendue n'a pas lieu. Et chacun reste sur ses positions. La France reste convaincue d'être protégée d'une invasion par la ligne Maginot, cette ligne de fortification du nom du ministre de la guerre de 1929 à 1930, André Maginot. Et oui, c'est ce que l'on appelle alors la drôle de guerre. Mais tout va s'accélérer subitement en avril 1940. D'abord avec une offensive allemande lancée contre le Danemark et la Norvège, puis à partir de mai, surtout avec ce que l'on va appeler le plan jaune, cette offensive contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. L'offensive débute le 10 mai 1940, c'est ce que l'on appelle la bataille de France. Le Luxembourg, les Pays-Bas puis la Belgique ne font pas le poids face aux armées allemandes et capitulent. Côté français, la situation devient rapidement critique. Le 3 juin 1940, l'armée de l'air allemande bombarde les usines Renault et Citroën, les deux fleurons de l'industrie automobile française. Une semaine plus tard, alors que l'Italie de Mussolini déclare à son tour la guerre à la France, que le gouvernement français se replie sur Tours, et le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. C'est sur Bordeaux que le gouvernement français se replie. Alors, le lendemain soir, De Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, part pour Londres, et le 16 juin, le chef du gouvernement, Paul Reynaud, démissionne. C'est Philippe Pétain, jusque-là vice-président du Conseil des ministres, qui reprend le poste. Ce qu'il faut dire, c'est que Philippe Pétain n'est pas un inconnu. Il est généralement présenté comme le vainqueur de la bataille de Verdun, et avec Georges Clemenceau comme l'artisan du redressement du moral des troupes après les mutineries de 1917. Maréchal de France, Pétain commande personnellement les forces françaises combattant aux côtés de l'Espagne dans la guerre du Rif au Maroc en 1925, et puis il est ministre de la guerre en 1934. À peine nommé président du Conseil des ministres, il déclare le lendemain à la radio: c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le 18, le général de Gaulle lance depuis Londres son fameux appel du 18 juin. Il engage les Français à poursuivre la lutte, et il fonde un gouvernement français en exil. Alors que les Allemands continuent leur avance au sud de la Loire, l'armistice est signé le 22 juin entre la France et l'Allemagne nazie. Ça se passe à la clairière de Rotonde, dans le même wagon dans lequel a été signé l'armistice du 11 novembre 1918 entre l'Allemagne, la France et ses alliés. Et il faut souligner que l'article 19 de la Convention d'armistice prévoit que la France doit livrer au Troisième Reich tous les ressortissants allemands réfugiés sur son territoire, notamment juifs. La plupart ont été internés par le gouvernement français en septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre. Le décret signé le 26 septembre 1939 par le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, instaure en effet sous commandement militaire le camp des Milles en Provence, où donc ont été internés des juifs allemands, bon nombre étant ultérieurement d'ailleurs déportés vers Auschwitz ou d'autres camps d'extermination nazis. Une commission allemande est alors chargée d'inspecter les camps, les prisons et les hôpitaux de la zone non occupée qui héberge des ressortissants allemands. À ce moment-là, sur 33 millions de Français, 300 à 330 000 Juifs vivent en France métropolitaine, dont environ 200 000 sont de nationalité française et 370 000 en Afrique du Nord. 100 000 Juifs, dont beaucoup viennent de l'Est, occupés par les nazis, l'Alsace et la Lorraine, les régions où les Juifs sont les plus nombreux, avec Paris et la région parisienne, auraient emprunté les fameuses routes de l'exode parmi les milliers de Français qui fuient avec leurs bagages des heures durant sur les routes. Pendant ce temps, le 29 juin, le gouvernement quitte Bordeaux
pour Vichy. Et c'est là que le 10 juillet, dans le Grand Casino, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain par 569 voix contre 80 et 17 abstentions. Et les chambres qui sont donc ajournées, c'est donc le maréchal Pétain qui est le nouvel homme fort du régime et Pierre Laval, qui a été un ancien député socialiste, communiste, maire de Saint-Denis et nommé vice-président du Conseil dans ce premier gouvernement de Vichy. Le ministre de la Justice s'appelle Raphaël Alibert et il souhaite la mise en place d'un statut des Juifs. C'est un proche de Charles Maurras, fondateur de l'Action française, le mouvement et le journal antisémite. Alors très rapidement, la situation se complique pour de nombreux Juifs. À l'été 1940, Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, organise l'expropriation de riches familles juives et fait main basse sur leur prestigieuse collection. Un certain nombre de textes sont rapidement adoptés et visent donc principalement les Juifs. Et par un décret-loi du 22 juillet 1940, tous les décrets de naturalisation depuis la loi du 10 août 1927 peuvent être révisés. Le 16 août 1940, donc quelques semaines après, une nouvelle loi interdit cette fois l'exercice de la médecine aux praticiens étrangers, à ceux donc qui sont français depuis 1927 et à ceux qui, nés en France, sont de pères étrangers. Il faut préciser justement que dans les années 30, la médecine, le barreau ou encore la fonction publique étaient accusés par la propagande antisémite d'être envahis par les juifs originaires de Pologne ou de Roumanie. Ces décisions, ces lois ne sont donc pas là par hasard. Et puis le même été 1940, c'est un décret-loi d'avril 1939 qui réprimait les injures à connotation raciale ou religieuse et donc l'antisémitisme qui est abrogé. Le 27 septembre 1940, le commandement militaire allemand publie une ordonnance qui exige que les commerçants juifs de la zone occupée placent l'écriteau juif sur leur devanture, comme en Allemagne nazie. Il enjoint aussi impérativement aux juifs de la zone nord, français ou étrangers, de se faire recenser avant le 20 octobre. Et oui, on peut effectivement voir sur Internet quelques photos de ces devantures, effectivement avec ces pancartes jaunes sur lesquelles effectivement était mentionnée l'origine des familles qui tenaient ces établissements. Il faut préciser, puisque vous en parliez effectivement de ces juifs de la zone nord qui doivent se faire recenser avant le 20 octobre 1940, que la déclaration prescrite par ordonnance du chef de l'administration militaire en France concernant les juifs sera reçue à Paris et dans le département de la Seine par les commissaires de police. Et d'ailleurs, le préfet de police rend compte au chef de l'administration militaire de la région de Paris à la date du 26 octobre de ceci, je le cite, « Ce travail a été effectué du 3 au 19 octobre. À cette date ont été inscrits 85 664 sujets français, 64 070 sujets étrangers, soit au total 149 734 juifs. » L'ordonnance du 27 septembre aussi, et ce n'est pas rien, interdit également le retour des juifs de la zone non occupée vers la zone occupée. Le statut du 3 octobre 1940 s'inscrit donc dans une série de persécutions et de dispositions discriminatoires déjà adoptées contre les juifs. Merci beaucoup Christophe. Et au prochain numéro, nous verrons justement dans le détail le contenu de ce texte difficile à appliquer mais avec de lourdes conséquences pour la communauté juive. À très bientôt.